712 Accusation. Lumian se tenait à côté de la villa de Morand-Avigny, portant un chapeau rond à large bord et un manteau en tweed noir. Il regarda le jardin, ses quelques feuilles fanées bruissant sous la brise, et dit à Franca: « Garde tes distances plus tard. » Pendant qu'il parlait, les yeux de Lumian redevinrent noirs argentés, lui permettant d'observer le sort des affluents correspondant à l'avenir de Franca. L'affluent teinté d'une légère couleur noire n'avait aucun rapport avec leur infiltration prochaine. Compte tenu des circonstances actuelles, se faufiler dans la villa de Morand-Avigny et laisser une marque sur le miroir intégral de son bureau ne semblait pas présenter un risque élevé de décès. Cependant, Lumian savait qu'il valait mieux ne pas baisser sa garde. Après avoir utilisé l'œil de la calamité à plusieurs reprises, il comprit qu'un seul affluent du destin noir ne signifiait pas nécessairement qu'il n'y avait qu'une seule calamité mortelle cachée. Selon Franca, de nombreuses calamités mortelles étaient dissimulées plus loin le long de l'affluent du destin, trop floues pour que Lumian puisse les discerner ou les différencier. En d'autres termes, même s'il n'y avait actuellement qu'un seul affluent du destin légèrement noirci lié à leur infiltration de la villa de Morand-Avigny, lorsque Franca a pris sa décision et a tenté d'entrer, transformant l'affluent du destin inoffensif en chemin principal, un affluent noir symbolisant une calamité mortelle pourra encore émerger. Lumian en a profondément pris conscience. Le destin de l'avenir était variable et en constante évolution. Bien entendu, certains aspects étaient voués à rester constants. Par exemple, la mort était le destin inévitable qui attendait la plupart des humains. Pas besoin de s'inquiéter, je ne suis pas nouveau dans ce domaine, lui assura Franca, confiante dans ses capacités d'infiltration. Assassin 101, infiltration. Sans un autre mot, Lumian a activé la marque et s'est transformé en une créature de l'ombre, se fondant dans les ombres projetées par les plantes du jardin. Franca s'avança et disparut dans l'ombre agitée par le vent. Le couple se dirigea rapidement et furtivement vers le côté de la villa. Au même moment, Morand-Avigny assistait à une réunion ministérielle. Sa femme était allée dans un salon d'art avec sa femme de chambre, ne laissant dans la villa qu'une poignée de valets, de bonnes, de jardiniers et de chefs. La famille Avigny n'habitait pas là. Seule la famille immédiate du ministre de l'Industrie a été autorisée à résider à long terme dans la villa fournie par le gouvernement. Les 3 enfants de Morand-Avigny étaient soit déjà mariés et avaient déménagé, soit fréquentaient l'université du quartier de la cathédrale commémorative. Ils ne rentraient chez eux que le week-end. Pour Lumian et Franca, c'était le moment où la sécurité de l'emplacement cible était la plus vulnérable. Après tout, Morand-Avigny était le VIP. Le groupe de protection secret resterait sans aucun doute près de lui. Lumian a émergé de l'ombre dans le coin et a dit à Franca: « Attends ici et surveille tout problème. » Compris. Franca accepta sans protester. Lumian se concentra sur l'affluent du destin de la démone du plaisir pendant quelques instants avant de redevenir une créature de l'ombre et de se glisser silencieusement dans la villa de Morand-Avigny. Il ne pouvait pas visualiser son propre destin, même à l'aide d'un miroir. Sa seule option était de déduire son sort en observant ses compagnons. Franca s'est caché dans l'ombre et a attendu patiemment. Il ne fallut pas longtemps avant que Lumian atteigne le bureau de Morand-Avigny, le parcourant comme s'il s'agissait de sa propre maison. Il avait vu Morand-Avigny utiliser le miroir intégral pour accéder au monde des miroirs à plusieurs reprises. Quant à sa connaissance du tracé, c'est grâce à la carte de sécurité détaillée fournie par 007. Le soleil hivernal vers 16 heures était sombre. Le bureau était un mélange de lumière et d'obscurité, évoquant une forte sensation de crépuscule. Le silence était depuis longtemps une mélodie constante dans cet espace. Lumian a fouillé méticuleusement l'étude depuis l'ombre mais n'a trouvé aucun piège ni individu caché. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il reprit sa forme humaine, se libérant des ombres et réapparaissant devant le miroir complet du corps. Alors que la marque noire s'activait, Lumian tendit sa paume droite et la pressa contre le verre dur et froid. Une empreinte de main couleur sang se matérialisa instantanément, inversée de la paume droite de Lumian comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'empreinte inversée et sinistre de la paume couleur sang s'estompa rapidement, se fondant dans le miroir et disparaissant. Juste au moment où Lumian était sur le point de retirer sa paume droite et de partir, une main s'étendit brusquement du miroir complet et saisit son poignet. La main était d'un blanc-seing, avec des doigts longs et puissants. Il tira avec une force énorme, prenant Lumian au dépourvu et l'envoyant s'écraser contre le miroir en verre. À un moment donné, le miroir était devenu éthéré, perdant sa forme corporelle. La vision de Lumian s'assombrit avant de s'éclairer pour révéler de nombreux passages sombres ressemblant à une toile d'araignée. Dans la zone correspondant au miroir actuel, un homme d'apparence ordinaire se tenait au bord. Il leva son revolver en laiton, le pointa sur Lumian et appuya sur la gâchette. Vêtu d'un costume en tweed foncé et d'un demi-haut de forme, avec un bouton de manchette en forme de verre attaché à sa manche, il arborait un léger sourire, comme s'il se moquait de Lumian pour ne pas avoir anticipé la possibilité que le garde du corps de Morand-Avigny se cache dans le miroir. Bang! Une balle brillante d'une lumière verte fantomatique tirait vers Lumian. La silhouette de Lumian disparut brusquement. La balle a touché l'image rémanente qu'il avait laissée derrière elle et s'est envolée dans l'un des tunnels sombres et vides. L'instant suivant, Lumian se matérialisa rapidement derrière l'embuscade, et sans hésitation, grogna. 2 faisceaux de lumière blanche jaillirent de son nez et frappèrent l'embuscade.
Les yeux de l'embuscade se sont fermés et il s'est effondré au sol. À mi-chemin, ses yeux se tournèrent et il sortit de son étourdissement. Bruit sourd. Il s'écrasa au sol, transformant son corps en ombre. Les ombres se sont désintégrées et se sont propagées dans toutes les directions, pénétrant dans divers tunnels sombres. Immédiatement après, l'embuscade s'est matérialisée furtivement dans un passage vide, sa forme enveloppée d'un léger brouillard blanc. La silhouette de Lumian se reflétait dans ses yeux embrumés. Avant que Lumian ne puisse le sentir et se tourner pour regarder, l'embuscade parla dans un langage étrange qui pourrait remuer les forces de la nature. « Vous êtes coupable. » Lumian n'avait jamais rencontré ce langage, mais il en comprenait clairement le sens. Son corps se figea soudain, comme soumis à une restriction invisible. L'embuscade ouvrit à nouveau la bouche. Espèce de blasphémateur. Soudain, le monde miroir tout entier s'est figé et les passages sombres et éthérés se sont transformés en minuscules insectes ambrés. Une fois de plus, Lumian entendit une voix terrifiante qui semblait venir d'une distance infinie. Vaguement, il a vu 3 personnages. Les 3 personnages étaient assis les jambes croisées, l'un tourné vers la gauche, l'un regardant droit devant eux et l'autre regardant vers la droite. Leurs mains étaient dans des postures différentes. L'un était lourd, un réel et un éthéré. Ils étaient dans 3 états différents, se déplaçant, changeant et échangeant constamment autour d'un cercle argenté. Une voix majestueuse et retentissante résonna, faisant vibrer l'esprit de Lumian alors qu'il perdait connaissance. Au milieu de la douleur floue et vive, Lumian, hébété, ressentit une sensation de brûlure familière sur sa poitrine gauche. Sa paume droite alternait entre brûlure et gelée. Peu à peu, il a repris conscience. Dans un tunnel sombre qui s'était solidifié, l'embuscade a vu des verrues noires argentées jaillir du corps de Lumian, émettant des motifs sinistres qui ressemblaient à un liquide visqueux. À un moment donné, un vent étrange et froid a balayé les environs. L'obscurité se tortillait au fond des différents tunnels, comme si un monstre était sur le point d'en sortir en rampant. Le corps de l'embuscade se raidit, devenant de plus en plus lent, avec un léger brouillard blanc à peine perceptible à l'intérieur. Après une période de temps inconnue, l'homme a finalement survécu au moment le plus dangereux. Il sentit à nouveau son corps et retrouva sa vision et son audition. Alors que les verrues et les motifs de Lumian disparaissaient, l'embusqué ressentit instinctivement une peur persistante. Comment a-t-il commis un blasphème? Contre quelle divinité a-t-il blasphémé? Pourquoi n'a-t-il pas perdu le contrôle? Je n'ai jamais rencontré une telle situation auparavant. Les pouvoirs de Beyondé possédés par l'embuscade lui ont permis de discerner les crimes de la cible et de l'accuser de diverses accusations. Les dommages et les effets des différents crimes étaient complètement différents et l'accusateur ne pouvait pas les prédire à l'avance. Il ne pouvait que faire une supposition sur la base de leur expérience des cas précédents. C'était la première fois que l'embuscade rencontrait une situation où il succombait presque à l'influence débordante de la divinité après que le pécheur ait été puni par une divinité pour blasphème. Heureusement, il a récupéré avant la cible. L'embuscade leva une fois de plus le revolver en laiton et le pointa sur Lumian, qui était penché de douleur. Juste au moment où il appuyait sur la gâchette, la tête de Lumian se releva brusquement, son expression déformée par la férocité. Bang! Une balle scintillante de lumière stellaire jaillit de la bouche, se verrouillant sur le corps de la cible. Presque simultanément, l'ombre de Lumian a pris vie et s'est retournée vers le haut. Craqué. L'ombre noire s'est brisée comme un miroir. Avec la lumière des étoiles, elle s'est effondrée et a été effacée. Après avoir brièvement disparu, Lumian se matérialisa derrière l'embuscade et grogna une fois de plus. Il avait utilisé Shadow Animation à temps, et l'ombre avait déclenché la substitution miroir de Franca. C'est pourquoi Lumian a demandé à Franca d'infiltrer la villa et de rester dehors. S'appuyer sur la substitution miroir nécessitait de maintenir une certaine distance. Il s'est avéré que son ombre pouvait également partager la substitution miroir. 2 faisceaux de lumière blanche jaillirent, obligeant l'embuscade à fermer à nouveau les yeux. Cette fois, Lumian n'a pas donné à l'ennemi la possibilité de se réveiller rapidement. Il étendit son pied droit et bloqua l'ennemi, l'empêchant de tomber. Simultanément, il a sorti son revolver et l'a appuyé contre le front de la cible. Les yeux du chasseur en embuscade se tournèrent et il se réveilla sous la pression terrifiante émanant de la bouche. Il s'est forcé à sourire, a remis son revolver et a murmuré. « Je vais te donner ça. Peux-tu me laisser partir ?» Les pensées de Lumian s'affrontèrent alors qu'il prenait le revolver et hochait la tête. « D'accord. » Il a ensuite rengainé son revolver. L'embuscade maintenait un sourire humble et invitant alors qu'il se retournait et s'enfonçait plus profondément dans le tunnel sombre. Soudain, Lumian entendit la magnifique voix de Thermiboro. Il vaut mieux ne pas le laisser partir. Les yeux de Lumian se plissèrent alors qu'il sentit instantanément que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ai-je accepté cet accord tout à l'heure? Pourquoi devrais-je le laisser partir?